J'aimerais continuer ce qu'on était en train de faire en amphi, parce que on n'a pas eu le temps d'aborder les questions du sens des maladies et de la métaphysique des maladies, qui, moi, sont les choses qui me passionnent le plus dans ce domaine, et à mon avis, qui est le plus important à aborder pour sortir du drame évoqué en introduction, où je vous disais que, en fait, dans le paradigme scientifique, qui ne reflète pas en fait ce que font les scientifiques de la manière la plus poussée. Donc dans le paradigme scientifique, au niveau de sa vulgarisation et de son vécu dans le grand public, eh bien, il n'y a pas le droit à l'explication et au sens. On va nuancer ça évidemment. Mais du coup, il y a de nombreuses crises existentielles qui sont liées à l'arrivée de maladies graves de ceux que l'on aime ou de soi-même. Et si l'on ne peut pas y réfléchir, si on se prive d'une quête de sens, ça peut être vécu de manière totalement dramatique. Et c'est pour ça que je pense que les questions sont cruciales à aborder. Donc en introduction, je vous parlais des films qui exploitaient ce filon. J'en ai deux en tête. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu un film super connu qui s'appelle Love Actually et qui repasse très très régulièrement. Et dans lequel voilà, ça commence avec un homme et son petit garçon adorable. Et ce petit garçon adorable a perdu sa maman, alors qu'avec son papa et sa maman qui s'adoraient, ils formaient un trio parfait. Et c'est une scène atroce et vous voyez le père qui fait son deuil et l'enfant qui fait son deuil aussi. Et c'est un arrache-cœur, un crève-cœur. Et on vous montre la cérémonie d'enterrement de cette femme que tout le monde adore, avec une musique gaie et des photos d'elle pendant sa grossesse, sa vie heureuse. Et c'est un arrache-cœur, quoi. C'est vraiment, c'est comme si cette injustice des maladies était, voilà, était sans explication comme ça et faisait partie du paradigme. Voilà, je pense aussi, je sais pas si certains regardent How I Met Your Mother, et je sais pas si vous avez vu la fin, sinon je vous la spoil horriblement. En gros, il rencontre la Mother, et il y a une des fins, parce qu'il y a une fin alternative pour les âmes sensibles, mais il y a une des fins qui est tragique, puisqu'il passe, je sais pas, 10, 15, 20 ans d'amour, et il la perd d'une maladie pareille, atroce. Voilà, donc c'est dans de nombreux films, séries, etc. Cette question de la maladie qui n'a pas de sens et qui du coup c'est très, très difficile de faire son deuil d'un proche qu'on a perdu sans rien comprendre, et c'est très difficile de se confronter humainement à la question de la maladie sans métaphysique. Alors il y a évidemment la question du doute qui est, voilà, est-ce que toute piste de sens n'est pas une espèce de béquille psychologique ou spirituelle pour empêcher de se confronter à l'absence de sens de la vie, qui est en gros ce que revendiquent les vrais matérialistes. De dire, voilà, vous avez besoin d'une drogue spirituelle pour ne pas vous confronter à l'horreur brute et de la réalité. Donc ce sera un moyen de s'extraire de la réalité que de créer une métaphysique. Euh, Moi, je ne pense pas. La manière dont je vois les choses, c'est plutôt que la question du sens est extraordinairement sensible quand il s'agit justement de perdre quelqu'un pour qui on a énormément d'amour, ou soi-même d'être confronté à la maladie. Et évidemment, comme on n'a aucun moyen de savoir quel est le sens précis, on va le voir, euh, en fait, de savoir, c'est plutôt ça. On n'a aucun moyen de savoir quand la maladie arrive si la quête de sens va aboutir au fait de trouver le sens et de parvenir à guérir. Sachant qu'une guérison qui passe par la compréhension et le sens peut prendre 3 mois, peut prendre un an et peut prendre 50 ans. Donc, comme il n'y a pas tout ça, c'est vrai que moi je pense qu'il y a quelque chose de plus simple, on va dire. On évite, en fait, je pense qu'il y a une part de mise à l'abri. Les médecins, les gens se mettent à l'abri en ne cherchant pas de sens, en excluant la question du sens. Et du coup, je pense que il y a du sens, il y a beaucoup de sens, mais le fait de le trouver est tellement aléatoire
qu'on ne veut pas confronter, enfin, on ne veut pas se confronter, être confronté ou confronter les autres quand on est en position de thérapeute à la question du fait que ça va peut-être prendre 50 ans. Puisque la question, c'est du coup, pendant 50 ans, qu'est-ce que je fais? J'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai ceci, j'ai cela. Qu'est-ce qu'on fait avec une maladie grave si on ne trouve pas la solution? Et du coup, ça peut paraître encore pire d'en mourir. Et du coup, bah, il vaut mieux souvent, enfin, disons que c'est beaucoup plus simple de mettre cette question de côté. Alors, cependant, bah, j'aimerais voir vous exposer quelques pistes de sens, non pas pour que vous l'utilisiez à finalité personnelle et que ça puisse causer une désillusion et du coup, bah, tout ce que ça peut l'accompagner, qui est absolument compréhensible. Bah voilà, quand vous avez des thérapeutes qui vous promettent du sens et la guérison, on va voir le circuit dans lequel peut être pris un thérapeute. Et ben, si celle-ci n'advient pas, bah, la rage, la colère, etc., le dépit sont absolument compréhensibles. Et du coup, bah, c'est une question extrêmement délicate. Alors, avant d'aborder cette question-là, plus précisément, donc, du coup, le but, c'est pas de vous désillusionner ou de vous proposer des pistes pour une drogue spirituelle, voilà. C'est pour que, bah, en espérant que vous soyez dans un moment où la question ne se pose pas de manière trop cruciale, que vous ayez les moyens de vous questionner et de vous demander quelle affinité de pensée vous avez avec ces quêtes de sens et en tout cas de savoir que il y a des pistes de sens, même si elles sont aléatoires, et que du coup on n'est pas forcément si démuni qu'on pourrait le penser. Et donc ça donne une perspective beaucoup plus active que celle du patient qui patiente et qui attend le miracle de la médecine. Et c'est ça qui m'intéresse personnellement. Voilà. Alors, d'abord, j'aimerais finir sur la fermeture du dogme d'une partie. Donc, je vous avais dit, il y a institutionnalisation et une branche de la médecine qui, du coup, imite par endogamie. Hein, on est carrément dans Bourdieu, en fait, qui n'est plus dans la phase recherche, mais qui est dans la phase imitation de ce qui a été institutionnalisé. Et donc là, il y a une part de la médecine et de la pratique médicale qui est sans réflexion. Et du coup, par imitation, ça va créer une forme de fermeture, puisqu'il n'y a plus de compréhension d'où viennent les institutions. Et du coup, donc, je vous avais expliqué que cette fermeture ne venait pas des Lumières. Ce ne sont pas les Lumières qui ont confondu le sacré et le dogme. Le sacré étant une piste vibrante, le dogme étant une fermeture que l'on peut déplorer. Et du coup, qui a pu donner, ce qui est arrivé à la fin du 19e et dans la première moitié du XXe siècle, une forme de chasse aux sorcières liée à la dogmatisation de la médecine liée à son institutionnalisation et à l'endogamie qu'elle crée forcément dès que toute forme est institutionnalisée. Donc je vais vous citer quelques exemples. Il y a d'abord l'exemple de Semmelweis. Vous en avez peut-être entendu parler. J'en avais parlé dans certains cours. Mais bon, c'est jamais mal de se rafraîchir la mémoire, donc on va y revenir. Donc Semmelweis, de son petit prénom, le pauvre peu cher, Philippe Ignace Semmelweis. Ou Ignace Philippe d'ailleurs, je me demande même si c'est pas Ignace Philippe. Bon bref, c'est pas, c'est pas le cœur de la question, ça se retrouve sur internet facilement. En gros, c'était un médecin qui pratiquait dans l'hôpital de Vienne autour des années 1845. Et autour des années 1845, à l'hôpital de Vienne, les conditions d'accouchement étaient connues pour être terribles, à savoir qu'on savait que de nombreuses femmes mouraient après avoir donné la vie. Et pour vous donner une idée, la légende qui entoure cette histoire, enfin la réalité mais qui est restée, c'est que les femmes préféraient, quand on les amenait à l'hôpital, préféraient faire demi-tour et accoucher dans la rue que d'aller accoucher à l'hôpital de Vienne.
Alors, je ne sais pas si vous avez une image de ce que ça peut être d'accoucher dans la rue. Alors maintenant, j'aimerais que vous imaginiez accoucher dans une rue de l'hôpital de Vienne autour de 1845. Moi qui ai accouché dans un hôpital où ça se passait plutôt bien, dans une clinique où ça se passait plutôt bien, on n'a aucune envie d'accoucher dans la rue, donc il faut vraiment avoir vraiment la flippette pour faire une chose pareille. Et donc, ce qui présidait à cette décision, c'est le fait que il y avait 18% de cas de mort par fièvre puerpérale. Alors, la fièvre puerpérale, puer c'est l'enfant, et donc puerpérale, c'est relative à l'enfantement. En gros, c'est les fièvres qui, donc en gros, vous naissez dans des conditions d'hygiène, ça s'appelait peut-être pas encore comme ça, mais dans des conditions tellement déplorables que bah, vous mettez à avoir de la fièvre et à en mourir. Bon. Et en fait, donc ce médecin qui s'appelait Semmelweis avait constaté que quand les médecins se rinçaient les mains avant d'aller répondre à la demande d'une femme sur le point d'accoucher, ce qui se fait généralement dans l'urgence, le taux, les femmes ne mouraient pas. Et en fait, il avait fait un lien de cause à effet, donc là, ça fait un petit peu frémir d'horreur. En fait, à l'hôpital de Vienne, la morgue était proche de le lieu d'accouchement. Et du coup, il y avait beaucoup de médecins qui passaient directement de la salle de dissection des cadavres, c'est pas drôle du tout, au fait d'accoucher une femme dont l'enfant était en train de naître. Et du coup, vous imaginez que quand vous avez les mains pleines de cadavres et de tissus nécrosés ou de je ne sais quoi, de fluide post-mortem, que vous allez plonger ces mains-là dans un endroit, dans l'intimité de la femme qui accouche, sachant qu'en plus, il y a des déchirures qui se font à l'accouchement, donc le sang de la femme, etc. Donc, vous comprenez que les moyens de choper un truc horrible étaient bien présents. Et en fait, il a dit ça, et ses collègues ont commencé à le suivre et à se rincer les mains, c'est devenu à peu près automatique. Et en quelques mois, le taux de mortalité par fièvre puerpérale est passé de 18% à 1,3%. Donc c'était absolument significatif. Le truc, c'est que vous vous rendez bien compte que en 47, on est vraiment, vous avez vu en France la philosophie d'Auguste Comte, c'est 42. Donc en Europe, on est vraiment dans cette question de la science qui s'inscrit à contrario par rapport au dogme religieux et qui va tout expliquer en rejetant les religions et en confondant sacré et dogme. Du coup, il y en a qui se sont mis à dire ah, regardez, Semmelweis, ça sent le soufre ce qu'il fait. Parce que, en fait, ce qu'il propose, c'est de faire des ablutions. Comme à l'église, comme dans les différentes religions. Et du coup, on s'est mis à se dire voilà, monsieur fait ses petits rituels. Et à l'époque, c'était ce qui était le plus mal vu, puisque vous l'avez compris, je l'ai dit environ un petit millier de fois, le dogme scientifique était en train de se construire dos à dos avec le dogme religieux. Et du coup, le médecin, Semmelweis, a vu sa réputation complètement entachée parce que on disait, voilà, c'est l'homme aux ablutions, quoi. C'est celui qui fait sa petite pratique magique. Et c'est particulièrement idiot, on va voir pourquoi. C'est particulièrement idiot parce que oui, il y a des ablutions dans la plupart des religions, mais encore faudrait-il comprendre pourquoi. Vous savez que les textes sacrés ont en fait parlé des règles pour le vivre ensemble. Vous connaissez sans doute les 10 commandements. Tu ne tueras point. Voilà, c'est assez évident que si tu te mets à tuer quelqu'un, ça va créer un petit peu la merde dans la communauté. Et puis vous comprenez aussi que voilà, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Tu comprends aussi que si tu te mets à reluquer la femme de ton voisin,
Alors si on modernise ça, si tu reluques aussi le mari de ta voisine ou le conjoint de ton voisin, bah, ça va créer la même merde, quoi. C'est-à-dire que bah, ça crée des tensions dans la communauté, d'accord? Donc du coup, c'est des règles de vivre ensemble, de premier secours, on va dire, pour pas que ça tourne au pugilat. Et du coup, il y a aussi des règles d'hygiène dedans. Et il y a plein de pratiques qui demeurent encore. Alors maintenant, il y a des principes qui permettraient de faire autrement. Et donc, il y a des principes qui restent à titre culturel. Mais leur ancrage est lié à, bah voilà, dès que vous vivez en groupe, il y a des risques de contamination. Et donc, par l'observation, tout comme Semmelweis en a fait l'expérience en 47, d'expérience, vous vous rendez compte que si vous vous rincez les mains, la contamination des groupes se fait beaucoup moins forte, rapide, voilà. Et du coup, en fait, c'est la découverte sans la science de l'hygiène. Et donc, en fait, vous comprenez les mécanismes. Ça n'est pas parce que il n'y avait pas encore de scientifiques pour dire pourquoi le fait de se rincer les mains ou de se rincer, de pratiquer des ablutions dans les groupes sociaux empêchait des contaminations. C'est pas parce qu'il n'y avait pas encore la science pour prouver comment ça marchait que ça ne marchait pas. Et d'ailleurs, la science l'a prouvé plus tard. Et ce pauvre Semmelweis, d'ailleurs, est mort en 65. Et juste après, ça va être les grandes années de l'hygiène. Et donc, des désinfections, de l'asepsie, etc., etc. Donc, etc. Donc, il était vraiment tombé 10 ans trop tôt. Et donc là, ça vous montre vraiment le principe d'Illich, qui est que les institutions dogmatisantes se retournent contre le but même qu'elles se sont donné. Ici, la médecine se donne comme but la santé, et le fait que par institutionnalisation, il y ait construction à contrario et rejet de tout ce qui ressemble au paradigme précédent, à savoir les religions, et ben ça cause, ça entache, ça empêche d'aller vers la finalité même qu'on s'est donnée, puisque le principe Semmelweis, qui était en fait un principe d'hygiène non encore décrypté, conduisait effectivement à réduire les fièvres puerpérales, mais parce que ça ressemblait à quelque chose de religieux et que tout ce qui était religieux c'était l'ancien paradigme et qu'on se construisait à contrario, eh bien on a dit à ce gars que c'était que de la croyance, et en fait on a rejeté la science au nom de la croyance. Voilà. Je vous cite, voilà, il y a eu vraiment dans cette période-là, donc là je vous ai mis les bornes à peu près. En gros, toute cette période, à partir de 1840, on va dire, et jusqu'à, on va aller jusqu'aux années 1955. 50, on va dire, voilà, vous perdiez votre réputation dès que vous vous attachiez à quelque chose qui avait l'air d'être religieux, même si c'était de l'expérimentation pratique, mais tant que c'était pas prouvé par la science, c'était douteux. Et il y en a d'autres qui ont perdu leur réputation. Je vous donne un deuxième cas, et après je fais le point sur cette question de dogme, science, religion, dogme création à contrario, illustration d'Illich, et on passe à la question des conséquences. Alors, la chasse aux sorcières, donc on en a un autre exemple. On va prendre un gars qui pourtant a reçu tous les honneurs puisqu'il a été prix Nobel de médecine en 1912. Il s'appelle Alexis Carrel. Le truc, c'est qu'il est français, il est lyonnais d'origine, et son prix Nobel de médecine, il lui a été attribué en Amérique. En fait, c'est le premier prix Nobel américain. Donc, on peut se demander pourquoi un mec qui est français a dû aller en Amérique pour choper son prix Nobel. Et ben, c'est encore une sombre histoire de chasse aux sorcières par fermeture du dogme. Et là, donc, on est la science qui lutte contre elle-même. Donc, je vous explique. En gros, je reviens 10 ans en arrière, en 1902. Alexis Carrel, en fait, il travaille sur les premières greffes. Et en fait, les gros problèmes auxquels se confrontaient les médecins qui essayaient de pratiquer des greffes, c'était celle de la suture de tout ce qui était veines, etc. Je simplifie, mais en gros, c'est ça. Parce que ça a Enfin, vous comprenez que, en gros, si je caricature, ça peut créer des fuites. Et si vous perdez du sang à l'intérieur de votre corps, c'est pas bon. Hein. C'est ce qu'on appelle une hémorragie interne au bout d'un moment, et donc vous êtes rempli de sang et vous mourrez. Voilà, et donc Alexis Carrel essayait de résoudre ce problème. Et à Lyon, il y avait une tradition de broderie développée,
et des brodeuses qui étaient très réputées. Et du coup, Alexis Carrel a fait le lien et il est allé demander aux brodeuses de lui apprendre leur savoir-faire. Et donc, ça a créé un mode de suture qui a été extrêmement probant et qui... Et donc, en prenant son savoir-faire des brodeuses, il est arrivé à améliorer considérablement la question des, voilà, des sutures dans les greffes. Le truc, c'est que ce gars-là, qui était complètement inscrit dans le paradigme scientifique et qui avait renoncé à toute croyance, parce que la génération d'avant était beaucoup plus croyante, donc lui, il était scientifique, enfin voilà, il travaillait dans ce domaine-là, et il avait renoncé à toute croyance, pour sa part, consciemment. Et en fait, bon, il avait, je crois que c'était un ami qui était assez investi dans la religion et qui a voulu un peu le mettre au défi. Donc je vous la fais brève. En gros, il y a eu une défection médicale de médecins accompagnant les patients à Lourdes. Alors voilà, donc je sais, voilà, j'ai dit un gros mot, j'ai dit Lourdes, ça, et à nouveau, ça sent le soufre, mais à vous, voilà maintenant un petit peu de vous émanciper du réflexe qui est de dire ah là là, vocabulaire religieux, pouf, ça pue, on n'est plus dans la science, voilà. Bon, et donc en fait, le gars a dit ok, je veux bien dépanner. Et il est devenu médecin accompagnateur dans les trains blancs. En fait, vous savez peut-être que donc il y a des trains qui amènent les patients, enfin les personnes qui veulent aller à la grotte de Lourdes, qui est censée produire des miracles, qui sont censés être attestés. Encore une fois, voilà, là je suis là pour vous montrer comment le dogme lutte contre lui-même, pas pour dire qu'à Lourdes il y a vraiment des miracles, parce que j'en sais rien. Pareil, c'est pas une observation directe. Donc tout ce que j'ai fait, c'est des lectures contradictoires. Et tout ce que je veux expliquer, c'est que Alexis Carrel donc, est devenu donc accompagnateur. Donc les accompagnateurs dans les trains blancs sont chargés de veiller à ce que les patients qui vont à la grotte de Lourdes chercher leur petit miracle ne crèvent pas sur le chemin. Donc il y a besoin de médecins de la médecine. Et donc il va dans ces trains blancs, il est chargé de l'observation d'une patiente qui s'appelle Marie Bailly et qui est atteinte d'une péritonite tuberculeuse en phase terminale. Ça veut dire que ses poumons sont dans un état pas possible et que phase terminale, tout le monde sait ce que ça veut dire malheureusement. Ça veut dire que elle est en train d'en mourir, quoi. Et en fait, il l'accompagne, son état est déplorable, elle va dans la grotte et elle va mieux. Alors là, moi je vous dis pas que c'est la grotte qui l'a sauvée, j'en sais rien du tout. Mais quoi qu'il en soit, Alexis Carrel, qui n'est pas croyant, qui ne croit pas en miracle de Lourdes, voilà, se retrouve à consigner, c'est-à-dire juste à écrire sur le rapport médical, que l'état de Marie Bailly s'est amélioré considérablement et qu'elle survivra à sa péritonite tuberculeuse alors qu'elle était en phase terminale. Et pour ça, c'est-à-dire que le mec n'a pas employé de vocabulaire religieux, il n'a pas dit qu'il croyait en la grotte de Lourdes, il n'a pas dit que sa rémission était miraculeuse, il n'a pas fait appel au vocabulaire religieux. Et pourtant, rien que le fait de noter qu'il y a eu que à un moment elle était dans un état et à un autre moment elle était dans un meilleur état et qu'entre les deux, ça c'est même pas lui qui le dit, mais qu'entre les deux, il y a eu Lourdes, ça lui a fait perdre sa réputation en France. Donc ça, là, je vous dis que vraiment, il y a une forme d'application du dogme à la lettre, une fois qu'il est instauré, institutionnalisé, etc., qui conduit à ce qu'il y a de pire dans tous les dogmes, c'est-à-dire une chasse aux sorcières pour ce qui semble être en dissidence, tout ce qui ressemble au paradigme d'avant, et donc qui est considéré comme hérétique. Et en fait, là, la médecine devient finalement beaucoup plus une religion, en voulant se construire à contrario de la religion. Elle devient une religion au sens dogmatique du terme, alors qu'elle cherche à lutter contre la religion, dans laquelle elle a jeté bébé avec le bain, en supprimant le rapport à la sacralité qui est extrêmement prolifique. Donc voilà, il y perd sa réputation et voilà pourquoi il part aux États-Unis et voilà pourquoi il continue son taf aux États-Unis. Et comme son taf, il le fait bien, il reçoit son prix Nobel. Donc ça, c'était pour vous montrer justement que c'est pas parce que le dogme scientifique était scientifique qu'il n'a pas appliqué ce qui se passe dans tous les dogmes, c'est-à-dire une espèce de chasse aux hérétiques qu'on a vu à travers les exemples de Semmelweis à Vienne et de Alexis Carrel à Lyon et par la suite ailleurs. Voilà, donc je conclus cette histoire en montrant
que, alors même que la religion, que la science, pardon, comme elle a succédé au paradigme religieux qui partait du sacré, ce qui était pour moi quelque chose de très positif, pour construire un dogme, comme je vous l'ai expliqué, la science s'est construite à contrario, mais en termes de racines originelles positives et de dogmatisation via l'institutionnalisation qui va trahir la raison même de l'institutionnalisation de ce qui était bien, elle reproduit le même circuit que le dogme préalable qui était le dogme religieux. Donc je vous fais une petite analyse transversale. En gros, dans la science comme la religion, il y a une base positive. Dans la science, c'est la raison. Dans la religion, c'est le sacré. Donc je sais pas, par exemple, ce qu'on ressent face à la mort. Enfin, c'est pas parce que vous êtes rationaliste que vous ne sentez pas la dimension sacrée de ce qui s'y produit. Le rapport à la vie, à la mort, à l'inconnu, etc. Bon. Et dans la science, la raison permet de lutter contre les aberrations non reproductibles, ou en tout cas de dire, quand il y a des phénomènes, que peut-être on peut les constater, mais qu'on ne sait pas les expliquer, donc que ce serait dangereux de les prendre pour quelque chose de reproductible alors qu'on ne sait pas comment les reproduire. Donc voilà, ça c'est la base très positive. Ensuite, il y a institutionnalisation. Je vous avais parlé dans la religion des conciles, du fait qu'il y a un pape, une hiérarchie, évêque, archevêque, blabla. Et évidemment, il y a eu une institutionnalisation de la science. Je vous ai parlé de l'OMS, la CMI, enfin la classification mondiale, la classification internationale des maladies, la CIM, pardon, l'ordre des médecins et compagnie. Et toutes ces institutionnalisations dans la science n'ont pas une finalité forcément néfaste. Cependant, comme le dit Illich, le problème c'est qu'une fois que vous avez institutionnalisé, ce que vous avez mis en place qui était tout foisonnant devient un dogme. Et à partir du moment où il y a dogme, il y a oubli de la racine et endogamie. Et donc c'est ce qui a donné, c'est ce qui donne dans les paradigmes la lutte pour le maintien. Comme vous l'avez chez Machiavel pour le prince. Hein. Et donc dans la religion, et donc dans les deux, une chasse à ceux qui s'émancipent de ce qui apparaît, je ne dis pas ce qui est, ce qui apparaît comme le dogme. Et donc dans la religion, c'était l'Inquisition, je vous l'ai un petit peu dit, mais les boni homines cathares qui faisaient pas que des choses horribles, qui essayaient de compenser les manques de la religion, se sont fait défoncer par le dogme catholique, et c'est pour eux qu'a été construite sur mesure l'Inquisition et toutes ces horreurs. Et vous voyez que la médecine, fondée sur la science, n'a pas échappé à la chasse aux sorcières, et dans des conditions aberrantes. Alors, bien sûr qu'il y a quand même un principe de différence, c'est-à-dire que ces médecins-là perdent leur réputation, mais ils ne sont pas torturés non plus. Ce que j'essaie d'établir, c'est donc ce parallèle par rapport à la construction des dogmes. Ce qui n'empêche pas des nuances internes, évidemment. Par-dessus tout ça, la lutte pour le maintien du dogme des intérêts se greffe. Et là, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire des Borgia ou des Médicis, il y a des séries sur eux. Vous voyez que tout n'est pas pour des raisons mystiques. Et c'est ce qui oppose la famille des Borgia à des choses tout à fait différentes dont s'inspire le pape François à l'heure actuelle, c'est-à-dire la religion qui s'attache au sacré, à la sobriété. Et donc vous connaissez, je sais pas, Saint François d'Assise, vous connaissez peut-être son histoire, mais c'est un fils de famille extrêmement riche qui a été renié par sa famille parce que justement il voulait vivre au milieu des pauvres et construire des églises avec eux et cultiver une sacralité sans caste, quoi. Donc voilà, donc les intérêts se greffent. Dans la religion, vous savez aussi qu'on faisait payer les indulgences. Les indulgences, c'est l'absolution de tous les péchés. Donc ça avait un coût, un prix. Donc vous imaginez à quel point c'est choquant. Et évidemment, vous connaissez les grands scandales liés à la médecine, si on fait le parallèle. Le fait de faire payer les indulgences dans la religion peut être comparable au fait qu'il y ait des factions internes pour élire non pas le pape le plus spirituel, mais le pape qui est de la famille la plus puissante, qui va protéger pour des raisons politiques telle zone et telle zone par affinité. Vous comprenez qu'il y a aussi la même chose dans la médecine avec les industries pharmaceutiques, qui, elles, ont des intérêts qui ne sont pas toujours le bien-être des populations qui vont utiliser les médicaments.
Et vous connaissez sans doute le scandale du Mediator. Donc je ne m'étends pas plus sur le sujet. Et vous avez aussi le fait que si on pratique par endogamie et non plus par réflexion sur ce qu'on pense être foisonnant, riche et avec une finalité positive, eh ben les pratiques automatiques deviennent vides de sens. Dans la religion, vous avez la prière qui est exercée par des non-croyants qui étaient juste des cadets de famille qui cherchaient une place dans la société. Bah, la prière pouvait être une gestuelle totalement creuse qui n'apportait rien de bon dans le monde, alors que la prière comme la méditation peuvent avoir un impact extrêmement positif, surtout les prières collectives. Ça, il y a des recherches là-dessus. Bon, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais il y a des recherches passionnantes à ce sujet. Et vous avez aussi des pratiques vides dans la science, c'est-à-dire que vous pouvez aller consulter un médecin, et le médecin peut faire une consultation complètement creuse. Il va peut-être traiter votre symptôme et vous allez peut-être être content. Mais si vous allez consulter votre médecin et que le médecin vous fait une ordonnance en vous distribuant des médicaments, vous voyez qu'il n'y a pas quelque chose d'extrêmement riche, foisonnant et positif, et pour le médecin dans la réflexion qu'il a sur la science, et dans vous la réflexion ontologique que vous pouvez avoir sur votre raison d'être sur Terre, il ne se sera rien passé à ce niveau-là. Et donc, vous voyez le parallèle qui amène des nuances qui sont vraiment importantes aussi. Hein. Il ne s'agit pas de caricaturer, enfin, il s'agit de constater et donc forcément de prendre le contre-pied. Donc voilà pourquoi on le prend sous cet angle. Et évidemment, dans la religion comme dans la science, il reste un aspect positif. Même si la religion, dans notre paradigme actuel, n'est pas mise en avant de manière très positive, vous avez des gens qui continuent de pratiquer une spiritualité quelle qu'elle soit, même si elle s'ancre dans une religion, et qui cherchent qui se connectent réellement à autre chose, qui dépasse l'humain réellement. Donc là, c'est une forme de religion qui continue à chercher ce qui est intéressant, positif, voilà. Donc je vous avais dit que la différence entre la science et la religion, finalement, il n'y a même pas à dire qu'elles sont différentes, c'est qu'elles ne s'attachent pas à la même chose. La science s'attache à ce qu'il y a entre la naissance et la mort et à rendre ça le plus agréable possible, et c'est très bien. Et la religion s'intéresse à ce qu'il y a tout autour, c'est-à-dire à ce qui dépasse l'homme. Et donc, il n'y a même pas forcément lutte entre les deux, c'est juste une lutte de construction paradigmatique. Et donc, chez les scientifiques, il y en a toujours qui cherchent dans une ébullition extrêmement positive l'amélioration de la vie terrestre. Et c'est très louable et ça a du sens. Voilà. Donc, après, voilà. Donc... ça, au moins, on a mis un point final à cette question du dogme scientifique et de sa construction, à contrario du dogme religieux. Ça a bouffé toute une partie de la science entre 1840 et 1940, en gros pendant un siècle pour caricaturer. Mais évidemment, à l'heure actuelle, on commence à en sortir parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts derrière. La religion a été tellement mise en arrière-plan dans certains pays occidentaux que ce serait tiré sur l'ambulance que de continuer à se construire à contrario. Et donc, il y a une voie possible pour pas la conciliation, j'aime pas ce mot, mais l'articulation des buts positifs sans interférence avec les questions de la mise en œuvre pratique, qui peut se mettre en place et qui déjà se met en place dans certains laboratoires. Maintenant que ce parallèle a été fait, on va pouvoir observer les conséquences de cette dogmatisation de la science. Donc là, je suis que dans la branche de la science qui s'est institutionnalisée, dogmatisée et qui a un retour négatif sur elle-même. On a vu qu'il y avait une autre branche qui se développait et qui était extrêmement prometteuse, qui s'ancrait, que des gens ont suivi même quand ils étaient mis à l'écart pour ça. Alors, du coup, ça va être assez rapide parce que c'est des problématiques qu'on a traitées de manière transversale tout à l'heure. Donc, cette partie qui s'est radicalisée, dogmatisée dans la science, on peut l'appeler le scientisme, et à distinguer de la science vivace. Donc, le scientisme a des conséquences très négatives, que ce soit pour le corps scientifique, pour les populations et pour la relation entre médecins et patients. Donc je vais commencer par le corps scientifique. Et on a vu la dernière fois
la négativité que pouvait avoir le scientisme sur la pratique de la science elle-même à travers le cas de l'ouvrage de Henri Brock qui s'inscrit dans une zététique prometteuse et qui en fait ne fait pas ce qu'il promet, c'est-à-dire qu'il dit ne pas vouloir imposer une pensée unique et militer au contraire pour le scepticisme, la curiosité et la science, et que quand il va décrire, s'attacher à la question du pendule, il va le faire de manière absolument non scientifique, sans aller voir comment pratiquent les radiesthésistes, alors que ce serait super intéressant, soit pour avoir des preuves que certains radiesthésistes font n'importe quoi, et là il pourrait le démontrer scientifiquement, soit qu'il y a des interrogations sur la manière dont pratiquent certains radiesthésistes, si y a des résultats qui semblent intéressants pour la science, et en fait c'est ce qu'il ne fait pas, et c'est évidemment ce que je lui reproche. Ça peut aussi créer, cette attitude scientiste, un retard de la science sur la science elle-même. C'est-à-dire que comme en parallèle des praticiens scientistes, il continue à y avoir des scientifiques qui ne se ferment pas de champs de recherche, et bien il y a des choses qui sont prouvées sur des champs anciennement mis de côté par la science puisqu'elle a été prise dans sa problématique de sa construction à contrario avec la religion et que donc tout ce qui semblait lié à quelque chose qui rappelait quoi que ce soit de la religion, ne serait-ce que la base spirituelle foisonnante, était mis de côté. Et en fait, il y a certains scientifiques qui ont dépassé ça, ou qui se posent même pas la question, et qui s'interrogent justement sur les témoignages, et qui se disent, bon, puisqu'il y a tant de gens qui nous rapportent des cas qui, si on les recoupe alors que les personnes ne se connaissent pas, sont similaires, alors il y a peut-être un champ de recherche à ouvrir de manière très scientifique. Et là, je vous en citerai un exemple. L'Institut Noesis, Noesis, qui est en Suisse, a lancé des recherches sur les out-of-body experience, donc les expériences sur les sorties de corps, et a choisi parmi tous les gens qui se présentaient à eux, après avoir recoupé les données, etc., la personne qui semblait la plus propice à une observation scientifique des mécanismes des sorties de corps, et ils en ont publié un ouvrage sur leur démarche, qui s'appelle Le cas Nicolas Fraisse, Fraisse, F-R-A-I-2-S-E, et donc c'est un livre qui s'achète facilement, et qui raconte donc, qui apporte la preuve scientifique, c'est-à-dire quelque chose de reproductible, en double aveugle, d'expérience réitérée, etc., sur les sorties de corps. Donc, les sorties de corps, ça fait bizarre parce que justement la partie scientiste du paradigme scientifique est très vigoureuse encore à l'heure actuelle, donc c'est difficile à entendre, mais les sorties de corps, les OBE pour Out of Body Experience, ont été prouvées scientifiquement. Donc je vous renvoie évidemment à l'ouvrage, mais en gros, je vous donne quelques pistes qui sont dans l'ouvrage. Si vous voulez, ces scientifiques, donc Claude-Charles Fourier, qui est psychologue, et Sylvie Détiolaz, D-E-T-H-I-O-2-L-A-Z, en fait, ont recoupé leurs recherches. Ils travaillent dans le même institut, vous pouvez les écouter, ils font des conférences qui maintenant sont disponibles en ligne facilement. Donc Claude-Charles Fourier, c'est un psychologue d'une 60aine d'années qui a lui-même eu une NDE, donc Near Death Experience. On avait un petit peu parlé à d'autres occasions. Near Death Experience, c'est les gens qui meurent et qui, après un laps de temps jugé trop long par la médecine, vivent. Et certains d'entre eux racontent une expérience qu'ils ont vécue pendant que les médecins les considéraient comme morts. Et en fait, Raymond Moody, M-O-O-D-Y, en Amérique, un psychologue américain, docteur en psychologie, s'est retrouvé avec de nombreux cas
des patients qui leur racontaient ce qui s'était passé pendant qu'on les considérait comme morts. Et lui-même a constaté que les récits présentaient des étapes symboliques concordantes. Et du coup, il a lancé une enquête scientifique à large échelle où en fait, il a essayé de rassembler le plus grand nombre de récits pour voir s'ils se recoupaient. Et c'est comme ça qu'il a édifié les recherches, le fondement de la recherche théorique sur les Near Death Experience, ou donc NDE ou EMI, pour expérience de mort imminente en français. Et Claude-Charles Fourier donc, a vécu lui-même une NDE. Et du coup, on lui a envoyé beaucoup de patients pour qui les psychologues n'avaient pas de réponse. Mais il y a eu certains psychologues éclairés qui, voyant ces patients en détresse, ont décidé de ne pas les laisser comme ça. Et au lieu de dire « ils sont fous, il faut les enfermer », les ont envoyés à des gens qui s'intéressaient au NDE ou au EMC. EMC, c'est état modifié de conscience. Donc c'est très large, hein, les EMC. Une sortie de corps est une sous-catégorie des EMC. Mais en gros, si vous êtes dans un état un peu hypnotique en cours parce que vous emmerdez, vous êtes déjà dans un état modifié de conscience, en gros. Si vous buvez de l'alcool, vous êtes en état modifié de conscience, d'accord ? C'est dès que, en fait, état modifié de conscience, voilà, c'est justement la question de la définition qui est vachement intéressante, puisque des chercheurs considèrent que l'état d'illumination que décrivent certains yogis, certains êtres spirituels, certains moines taoïstes, etc., serait considéré non pas comme un état de modifié de conscience, mais justement une approche de la conscience pure. Et donc le filtrage par nos sens pourrait être lui-même, si vous voulez, dans cette perspective-là, considéré comme un état modifié de conscience, alors que le référentiel pour parler d'état modifié de conscience dans l'univers scientifique, c'est généralement ce qui vous permet d'évoluer. Donc le non-état modifié de conscience, ce serait quand vous êtes suffisamment conscient pour pas vous manger un mur ou pour entendre ce qu'on vous dit. Donc en gros, quand vous êtes en pleine possession de l'usage de vos sens. Et en fait, comme il y a un filtre sensoriel, on pourrait se demander si c'est pas ça un état modifié de conscience. Mais là, je vous laisse réfléchir au niveau épistémologique, mais c'est passionnant évidemment. Mais en tout cas, donc l'état modifié de conscience, en principe, c'est quand vous n'avez pas dans votre vie pratique, concrète et sensorielle pleine possession de vos moyens, ou que vous êtes dans un état altéré par rapport à la pleine possession de vos moyens. Donc, en gros, vous avez des psychologues qui sont aptes à recevoir ces personnes-là, alors que d'autres qui s'y connaissent très peu, reconnaissent leurs limites et disent voilà, moi je sais pas quoi dire à quelqu'un qui me raconte que il est mort et que pendant qu'il est mort, il a traversé un tunnel, etc. Voilà, bon. Et donc, petit à petit, Claude-Charles Fourier est devenu la personne qui recevait de plus en plus de personnes qui vivaient des états modifiés de conscience ou qui vivaient des near-death experience parce que il en avait vécu, il faisait des recherches sur le sujet le passionnait, donc il les accompagnait de manière probante. Il leur permettait, en fait, quelle est la ligne qui permet de dire que une thérapie fonctionne, c'est que la personne peut retrouver une vie dans le monde sensoriel et terrestre sans blocage. Donc en gros, pouvoir avoir un métier, une famille, etc. C'est un petit peu ça la ligne de partage entre la pathologie et le non pathologique. Le pathologique, c'est quand vous souffrez de ce que vous vivez. Donc en gros, il y a des gens qui vivent des états modifiés de conscience et qui le vivent très bien, donc ils vont jamais consulter. Et il y en a d'autres qui se disent mon Dieu, je suis fou, voilà, ça me conduit à avoir des accidents de voiture fréquents, etc. Ils vont consulter pour qu'un Claude-Charles Fourier les aide à trouver leurs moyens dans la vie concrète pour effectivement qu'ils n'aient pas d'accident de voiture toutes les 2 minutes, parce que c'est gênant pour eux-mêmes et pour la société dans son ensemble. Donc voilà. Donc Claude-Charles Fourier travaille à Noésis et avec une chercheuse en biologie qui s'appelle Sylvie Détiolaz. Et comme ils avaient pas mal de patients qui venaient les voir pour gérer dans la vie pratique le fait qu'ils vivaient des états modifiés de conscience
ou qu'ils avaient vécu une expérience de mort imminente, et ben au bout d'un moment, ils se sont dit, bon, bah, il faudrait faire avancer la science sur ce point, puisque, voilà, on commence à avoir pas mal de témoignages qui se recoupent. Ils ont publié un premier ouvrage très, très sérieux et passionnant sur les états modifiés de conscience. Donc vous pouvez chercher Sylvie Détiolaz, Claude Charles Fourier, EMC, état modifié de conscience. C'est un bouquin extraordinaire, intelligent, qui fait vraiment, selon moi, avancer les choses, la recherche et la science. Et ensuite, ils ont voulu travailler spécifiquement sur les expériences, les états modifiés, les out of body experience, les OBE. Et donc ils ont cherché, et dans leur livre sur le cas de Nicolas Fraisse, ils expliquent toutes les difficultés qu'il y a à prouver scientifiquement les états modifiés de conscience, les sorties de corps. Parce que, en fait, lors d'une sortie de corps, les gens qui font une sortie de corps sont attirés par leur émotion, donc c'est leur subjectivité qui les guide. Et donc vous pouvez jamais savoir où ils vont en état modifié de conscience pour faire leur expérience hors du corps. Je vous donne un exemple. Ce qu'il racontait sur Nicolas Fraisse, c'est qu'une fois qu'ils ont vu que c'était une personne suffisamment consciente de ce qu'elle... et qui avait aussi suffisamment des OBE suffisamment fréquentes pour que ce soit analysable scientifiquement, en fait, quand ils se sont mis à essayer de l'analyser, de rendre reproductibles ces OBE pour en prouver l'existence de manière scientifique, ils ont été convaincus de la bonne foi de Nicolas Fraisse et de ses OBE effectives bien avant de pouvoir le prouver scientifiquement, parce que il lui demandait de provoquer une OBE, ce que Nicolas Fraisse arrivait à faire, ce qui est déjà un grand pas pour la science et qui rendait les expériences complètement difficiles avant de rencontrer Nicolas Fraisse, avant que Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier aient rencontré Nicolas Fraisse. Et le truc, c'est qu'une fois qu'il sortait de son corps, il racontait, donc il arrivait à garder une part de conscience, comme les gars qui font des rêves lucides et qui arrivent à en témoigner par le Rapid Eye Movement, qui sont conscients, qui sont en train d'être conscients dans leurs rêves, REM, Rapid Eye Movement. Ici, le gars arrivait à raconter où il était pendant qu'il faisait une OBE. Et donc, par exemple, si il était dans une salle avec les volets fermés, et il disait, dans la rue, il y a un homme à moto avec un casque rouge. Sylvie et Claude Charles Fourier, Sylvie Détiolaz et Claude Charles Fourier allaient voir à la fenêtre et effectivement ils voyaient un mec avec un casque rouge et Nicolas Fraisse leur disait bon voilà, il ressent ça, il pense ça, il va arrêter sa moto pour aller acheter ceci et cela, tout ça en ne voyant rien. Et Claude Charles Fourier et Sylvie Détiolaz pouvaient en témoigner, mais c'est pas parce qu'il y a deux témoins qui peuvent prendre des photos, etc., que ça suffit pour faire preuve scientifique. Sylvie Détiolaz étant elle-même chercheur, le savait bien. Donc ils ont été bien convaincus des OBE de Nicolas Fraisse bien avant de pouvoir les prouver scientifiquement. Et ils voulaient le prouver scientifiquement par des expériences où ils généraient dans une pièce fermée à clé des images aléatoires sur un écran, donc sans savoir eux-mêmes ce qui était projeté sur l'écran. Nicolas Fraisse ne savait pas non plus, c'est pour ça que c'est une expérience en double aveugle. L'ordinateur qui générait des images était fermé était enfermé dans une pièce fermée à double tour. Nicolas Fraisse également. Du coup, voilà, c'était une expérience scientifique en double aveugle. Le problème qu'ils ont eu pendant longtemps, c'est que Nicolas Fraisse avait aucune envie lorsqu'il faisait une OBE. Il n'arrivait pas à générer consciemment le fait de dire je vais aller dans cette salle où il n'y a rien qui m'intéresse. Et donc c'est là que c'est rigolo parce que du coup ils ont tout essayé. Ils ont généré des images pornographiques pour essayer de susciter un lien, une volonté sensorielle d'aller dans cette pièce. Ils ont fait de tout pour que Nicolas, lors de son OBE, aille dans la pièce. Ils y sont finalement parvenus et les résultats ont été probants, scientifiquement prouvés, que Nicolas Fraisse pouvait se rendre sans bouger d'une pièce dans une autre pièce, dire qu'est-ce qu'il y avait sur un ordinateur dont l'image avait été générée de manière aléatoire dans une salle fermée à clé. Et du coup, la réponse scientifique a été donnée. Nicolas Fraisse fait des OBE et ses sorties de corps sont prouvées scientifiquement. Donc, la partie de la science qui est rétive à ça est fermée
à ça, disent les OBE n'existent pas, parce que dans les OBE, les gens se déplacent sans utiliser leurs jambes pour aller dans d'autres lieux qui sont pourtant physiques. Or, cela est impossible, donc nous n'allons pas enquêter sur le sujet. Et c'est vachement dommage. Voilà. Et donc, du coup, il y a une part de la science qui se ferme à la recherche de cet ordre. On a parlé de Rupert Sheldrake, Sheldrake, dans l'autre, pendant l'amphi. Donc, c'était le gars qui travaillait sur les oiseaux migrateurs et les pigeons voyageurs. Et qui a fini par prouver que il y avait quelqu'un qui liait le chien et le maître et qu'il a appelé le champ morphique, mais parce qu'il sait pas comment l'appeler et il sait pas quoi en faire, mais il a apporté la preuve scientifique que quand le maître pense à rentrer, le chien, où que soit le maître et à quelque distance que ce soit, se poste devant la porte. Donc voilà, c'est problématique pour lui parce que même après il se discrédite auprès des autres chercheurs et il est obligé, c'est ce que je vous montre dans une page du Polycope, de publier dans des maisons d'édition assez honteuses qui s'appellent Aventures secrètes, avec des titres assez honteux, comme Raymond Moody, vous l'avez dans le Polycope page 4, qui écrit une étude très sérieuse des Near-Death Experience, des expériences de mort imminente, et c'est publié chez Aventures secrètes avec « Ils sont revenus de l'au-delà ». Donc, gros titre, La vie après la vie, ça va encore, mais ils sont revenus de l'au-delà. Voilà, ça, le pauvre Raymond Moody, c'est la maison d'édition qui veut pour vendre, et donc, là encore, c'est altéré par le principe commercial, quoi. Donc, c'est hyper dommage que les publications scientifiques ne puissent pas se faire dans un cadre scientifique à comité de lecture et toucher un public qui va le lire sérieusement, quoi. Alors que moi, j'ai mis beaucoup de temps. J'ai mis 15 ans entre le moment où je faisais ma thèse et le moment... je m'intéressais à tout ça, mais il m'a fallu 15 ans entre le moment où je faisais ma thèse et le moment où j'ai commencé à accepter de lire un bouquin de la collection Aventures secrètes. C'était chaud parce que quand on est habitué à toutes les lectures qu'on fait quand on fait une thèse, c'est des collections dans lesquelles on n'arrive pas à switcher. Alors après, il faut pas croire que toute la collection Aventures secrètes est du niveau du bouquin de Raymond Moody. Et c'est tout le problème aussi, c'est que il faut savoir quel bouquin sélectionner. Moi, je suis venue sur Raymond Moody parce que par des sources de thésard, quoi. J'avais croisé son nom plusieurs fois, puis je travaillais sur l'indicible. Et donc, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup que je lise son bouquin à lui. Mais c'est quand même hyper transgressif pour l'esprit français, où on nous dit toujours de lire les références machin, d'aller dans ces collections-là. Et c'est super dommage, en fait. Voilà. En tout cas, il y a cette branche scientiste se ferme à la recherche parce que les miracles n'existent pas. Voilà. Et partant de cette idée que les miracles n'existent pas, ils ont rejeté comme ça les moines taoïstes, tout ce qui a un rapport avec en fait le sacré et que par habitude de réflexion à contrario par rapport à la religion, ils considèrent a priori les scientifiques scientistes comme pas un sujet sur lequel faire des recherches. Quand je parle des moines taoïstes, donc je pense à cette histoire de moine taoïste qui arrive à changer sa formule sanguine consciemment. Ce que ça veut dire en fait, que votre formule sanguine change tout le temps. Et vous arrivez à sécréter des choses, mais c'est pas conscient. Ça peut être une observation, mais ça peut pas. Moi, j'arriverai pas à dire ok. Maintenant, les gars, je vais générer de la sérotonine ou des endorphines. Genre, je suis en stress et je dis endorphine. Il faudrait que j'essaye, mais j'ai toujours pas essayé. Comme quoi, on a des barrières psychologiques. Et en gros, essayer de susciter ça consciemment et voir si ça marche. Il y a des expériences qui ont été faites sur les moines taoïstes et si le moine taoïste se dit là je vais sécréter telle hormone, et tu fais l'analyse qui correspond à ça et tu trouves qu'effectivement il a sécrété telle hormone. Voilà. Donc il pratique une médecine qui s'appelle la médecine taoïste interne
Et donc là aussi, enfin, vous avez le droit, enfin, ce serait hyper sain de rigoler d'ailleurs, hein, parce que tout ça, les premières fois qu'on entend ça, ça a des noms à coucher dehors. Je veux dire, quand on te dit, oui, la médecine taoïste interne, vu que les moines taoïstes pratiquent l'orbite microcosmique, et toi t'es là, le quoi? L'orbite microcosmique? Bien sûr, oui, moi aussi, je fais tous les jours des orbites microcosmiques. Et évidemment, si vous alliez chez le médecin pour votre sinusite et qu'il vous disait, ben, vous allez faire 3 orbites microcosmiques en ouvrant vos chakras, ben, vous partiriez en courant. Et c'est compréhensible parce qu'on est dans ce paradigme. Donc la réaction est légitime et la prudence de mise, évidemment, parce qu'il y a tous ceux qui emploient ça pour en mettre de la poudre aux yeux et faire n'importe quoi. Et donc évidemment, il ne faut pas tomber entre leurs mains. Et avouer garder son esprit critique. Donc voilà, en tout cas, il y a cette voilà, les recherches sur la médecine taoïste devraient être entreprises. Et donc là, je vais vous raconter. Donc il y a un livre à ce sujet de 2015, très récent, qui concerne un moine taoïste qui s'appelle Fakyab Rinpoché. Et alors, c'est les Rinpoché, donc c'est tout un système de croyance en la réincarnation, etc. Donc, je vous passe l'explication. Ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'il se soit guéri par la méditation de quelque chose qui était censé être incurable, à savoir une gangrène. Et là aussi, esprit critique bienvenu, c'est normal qu'on se dise, bah tiens, moi je pense pas ça possible. Bon, le truc c'est que moi quand je pense pas ça possible, je me renseigne, je lis les sources contradictoires et ça devient intéressant. Donc c'est ce que je vous incite à faire, mais évidemment pas parce que moi je vous dis que Fakyab Rinpoché s'est guéri de la gangrène, de dire ah bah ok, Fakyab Rinpoché s'est guéri de la gangrène. Vous l'avez à la page 4 hein, si vous avez besoin du nom. Fakyab, P-H-A-K-Y-A-B, Rinpoché, R-I-N-P-O-C-H-E. Comme un œuf poché. Et donc, ce Fakyab Rinpoché, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il le raconte dans son bouquin. Évidemment, le titre, pareil, ça fait un peu rire. La méditation m'a sauvé. Donc, il raconte dans ce bouquin ce qui lui est arrivé. Et ce qui lui est arrivé, c'est la chose suivante. Il était donc moine tibétain. Et tibétain. Et donc, enfin voilà, c'est l'histoire du Tibet et de la Chine. Et les Chinois, donc comme c'est arrivé à beaucoup de moines tibétains, vu les tensions qu'il y a avec la Chine, bah, il a été emprisonné par les Chinois et torturé. Et lors d'une séance de torture, sa cheville a été particulièrement abîmée. Et du coup, il a il a obtenu une dérogation médicale pour se faire soigner. Et une fois qu'il avait obtenu cette dérogation médicale, il en a profité pour s'enfuir. Et il a traversé l'Himalaya enneigé à pied avec une chemise, rien à voir, avec une gangrène de la chemise, c'est pas trop grave. Donc avec sa cheville endommagée. Et donc vous imaginez dans quel état il est arrivé de l'autre côté. En fait, il existe à New York une clinique qui délivre des soins gratuits aux victimes de torture. Et donc Fakyab Rinpoché a obtenu d'être soigné pour sa cheville endommagée, enfin qui était là plus qu'endommagée, puisqu'il avait développé une gangrène à un stade terrible. Donc il a été admis dans cette clinique de pointe. Et là, tous les examens sont faits, des analyses poussées sont faites, des observations évidemment. Et le diagnostic est sans retour. Fakyab Rinpoché, s'il veut survivre, doit se faire amputer jusqu'au genou. En fait, pour vous donner une idée, donc préparez les petits sacs en papier pour vomir. La gangrène, qui est une infection en fait qui nécrose les tissus, etc., était tellement développée qu'elle avait attaqué non pas seulement les tissus, c'est-à-dire la peau, les muscles, etc., mais aussi les os. Et du coup, ces os s'étaient liquéfiés et il sortait de ces plaies plus que du pu, quoi. Donc, avec l'os du pied liquéfié, les médecins disaient qu'il ne remarcherait jamais et disaient qu'il fallait absolument l'amputer dans les plus brefs délais pour que la gangrène ne se répande pas, parce que sinon il allait mourir très vite. Fakyab Rinpoché, comme il était moine tibétain, il a voulu quand même demander son avis à sa hiérarchie. Et donc, il a envoyé une lettre au Dalai Lama lui expliquant son sort et lui demandant conseil.
Et le Dalai Lama lui a répondu, donc oui, on est dans une histoire qui ne fait pas très franco-française, je suis d'accord, mais essayez quand même d'écouter jusqu'au bout. Donc le Dalai Lama lui dit, tu as les moyens en toi de te guérir, et une fois que tu seras guéri, tu enseigneras au monde comment tu t'es guéri. C'est pour ça qu'il a écrit ce bouquin. Et du coup, il raconte ça. Et il raconte du coup comment il a demandé d'abord des diagnostics contradictoires pour voir si la médecine ne pouvait pas l'aider sans l'amputer. Donc il est allé voir en dehors de la clinique et tout le temps le diagnostic était le même. Et donc il a expliqué à la clinique sa démarche auprès du Dalai Lama. Et la clinique lui a expliqué que du coup il fallait qu'il signe une décharge parce que comme il allait en mourir, que la gangrène allait se répandre et qu'il allait en mourir, il fallait pas que la clinique soit jugée responsable. Du coup, Fakiab a signé les papiers et a entrepris son travail de guérison par la méditation. Et là, je trouve que son ouvrage et son attitude, et l'attitude des médecins américains, montrent une réelle évolution par rapport à ce qu'on a pu voir, à savoir par rapport au rapport tendu entre les médecins scientistes et les gens qui essaient de se soigner différemment. Ici, c'est l'attitude de Fakiab Rinpoché qui me frappe beaucoup par sa sagesse, puisque à aucun moment il ne dit que comme il s'est guéri de la gangrène, il faut que tout le monde suive sa méthode. Au contraire, il dit que lui est arrivé à se guérir de la gangrène, on va voir comment, mais il met en garde sur le fait que ça lui a pris 2 ans et qu'avant même d'entreprendre ça, il était moine tibétain et qu'il il pratiquait 9 heures de méditation par jour depuis plus de 25 ans et que donc il fallait pas arrêter les médocs et se dire s'il y est arrivé, moi aussi je peux y arriver, j'ai aucune envie de me faire amputer alors que j'ai une gangrène. Donc lui il l'a fait, faisons-le et c'est parti. Et donc je trouve ça très, très sain par rapport à ce que fait par exemple Yasmine. Yasmine, J-A-S-M-U-H-E-E-N. C'est une pranique, donc une femme qui ne mange pas, inédienne, donc qui ne boit pas, et qui a écrit un livre pour apprendre aux gens à faire pareil qu'elle. Et qu'on se dise que pour elle ça marche ou qu'on n'y croit même pas, l'idée c'est que le dire comme ça avec tous les moyens commerciaux qu'il y a derrière, les gens tentent l'expérience et il y a des morts parce que c'est pas fait dans des conditions où justement on aurait besoin de la science pour montrer comment rendre cette pratique duplicable et comment la réaliser avec un accompagnement et dans des circonstances qui permettent de le faire bien si jamais on veut devenir pranique inédien, ce qui n'est peut-être pas le cas de beaucoup de gens sur Terre pour l'instant. Voilà. Donc, comment Fakiab Rinpoché s'est guéri de sa gangrène ? Donc, il a signé sa décharge à l'hôpital, à la clinique de New York. Et il est resté à New York, mais il a médité toute la journée avec des méditations de guérison, etc., etc. Et donc, il a mis 2 ans pour guérir. Mais le truc, c'est que comme il avait gardé de bons rapports avec le personnel de la clinique, quand le processus de guérison a été enclenché, il a voulu faire constater aux médecins ce qui se passait. Et les médecins ont constaté, et donc dans cette clinique de New York, il doit y avoir des archives qui doivent montrer qu'effectivement, qui doivent montrer les étapes de la guérison de Fakiab Rinpoché. La clinique, quand la plaie a arrêté, sa gangrène a arrêté de s'étendre, et ensuite c'est arrivé à un point tel qu'il a reconstitué, a priori les radios en seraient témoins, il est arrivé à reconstituer l'os du pied qui avait été détruit par la gangrène et qui avait été liquéfié. Et voilà. Et donc petit à petit, avec l'aide de la rééducation, les médecins acceptant de lui prêter du matériel orthopédique, donc pas d'intervention chirurgicale ni de prise de médicaments, il a été aussi, avec le matériel orthopédique qui lui a permis de retrouver la marche petit à petit, il a guéri de sa gangrène, reconstitué une partie importante de l'os du pied qui lui permet de marcher.
Et donc, les médecins ont constaté qu'il avait réalisé ce que ils eux-mêmes jugeaient impossible, eux les médecins. Donc il y a deux choses qui en découlent. La première chose, c'est, je voudrais vous citer quand même, le fait que Fakih Abraham-Poché est l'un de ces premiers à écrire son histoire sans conseiller en l'état, tant que la science ne s'est pas emparée de sa méthode, et pour la rendre reproductible et fiable, et adaptée aussi à chacun, parce que tout le monde n'est pas moine tibétain. Il dissuade les gens de le suivre. Donc je vous cite le passage un des passages où il dit ça. Et il dit voilà pour pratiquer sa méditation, il faut atteindre un état psychique, je le cite, isolé de toute sensibilité. Et il dit que pour arriver à ça, il faut un entraînement initial du Tsa Lung, T-S-A-L-U-N-G, avec un tiret entre Tsa et Lung. Et il explique que lui s'y est formé dès ses 16 ans au monastère de Golok. Et il contextualise son expérience à New York. Je le cite. Lorsque je rejoignis le monastère de Seramei en Inde du Sud, je reçus également les enseignements profonds des yogas de l'énergie interne, de sorte que j'avais déjà accumulé une vingtaine d'années de pratique lorsque j'entrepris ma retraite de guérison à New York. Donc je m'interromps dans ma lecture pour vous dire, voilà, il essaie pas de vous en mettre plein la vue dans le jour, je me suis guéri en 2 jours, etc. Et là, c'est le plus important pour moi. Souvent, je rencontre des personnes qui voudraient cesser des traitements avec l'espoir de se soigner par la méditation. Mais il leur manque l'entraînement préalable indispensable. Et je n'ai jamais engagé une personne non préparée à suivre mon exemple. Et il continue. Ma formation m'a permis de réunir les 3 principaux plans de la pratique bouddhiste. Le plan religieux ou ritualiste en tant que moine. Le plan philosophique en tant que geshe, ou gesh, je ne sais pas comment on dit, G-E-S-H-E. Et le plan des sciences internes en tant que méditant des yogas de l'énergie. De telles méditations se chiffrent en dizaines de milliers d'heures et dans mon cas, j'ai comptabilisé 77 745 heures de pratique pure réparties sur 25 années, sans compter le temps passé dans les études philosophiques et le débat. Cela donne une moyenne de près de 9 heures par jour. Et il continue en expliquant la suite, mais je vous laisse le découvrir si vous voulez lire le bouquin, voilà. Donc ça, c'est la première piste, le fait de n'inciter personne. Et la suite que j'aborde, c'est ce que je vous ai mis page 4 de votre polycopier, c'est qu'après, du coup, comme les médecins ont constaté sa rémission jugée impossible, il dit, du coup, est-ce que ça vous intéresse pas d'élaborer ensemble une pratique, de scientificiser, de rendre scientifique ce que moi j'ai pratiqué, et pour que les gens puissent en faire une cure et peut-être adopter des moyens des rapports au corps différents. Et le médecin lui répond gentiment, avec un sourire, vous savez, si la gangrène se soignait par la méditation, ça se saurait. Et donc, en fait, bien que constatant la rémission et la cure de la gangrène, la guérison de la gangrène, les médecins ne sont pas arrivés à franchir le cap. Et on comprend, qui consiste à croire que c'est par la méditation qu'il y est parvenu. Et là, on retombe sur les médecins qui s'y refusent par croyance. Donc la croyance, est-ce qu'elle est plus du côté de l'un ou de l'autre ? Je ne sais pas, en tout cas, elle est du côté des médecins qui croient qu'on ne peut pas y croire. Mais ils y croient sans chercher. Et moi, c'est tout le but de cet amphi, de vous faire basculer dans le fait que c'est non scientifique de croire a priori que quelque chose n'est pas prouvable par la science. Et là, je vous cite le passage page 4, parce que il explique ce point que je trouve important. Pourquoi ces mêmes médecins, qui avaient voulu m'amputer, ont-ils pu dédaigner ma guérison ? Cela, je ne le comprends pas. Ils ont vu les plaies de ma gangrène cicatriser. J'ai progressivement réussi à marcher sans béquille. Pourtant, ils ont préféré ignorer cette évolution. Parce qu'elle contredisait leurs pronostics ? Parce que j'ai fait appel pour guérir au potentiel de guérison de l'esprit ? Jamais je ne me suis permis de les mettre en porte-à-faux par rapport à leur diagnostic de nécrose irréversible et à l'amputation qu'ils avaient unanimement recommandée.
Je les ai toujours remerciés de leurs efforts, en leur exprimant une reconnaissance sincère. Était-ce tellement insupportable pour eux de s'informer de ma méthode de guérison ? Ne pouvaient-ils pas admettre qu'ils avaient quelque chose à apprendre d'une source autre que la faculté de médecine ? Je crois ces médecins profondément dévoués au service de leurs malades. Il n'est pas le moindre doute qu'ils mettent tout en œuvre pour les soigner. La médecine hospitalière est une forme de sacerdoce. Comme moi, les soignants font le vœu de servir toutes les existences. Pourquoi, alors, n'ont-ils pas cherché quelle alternative proposer aux patients qu'ils ont la responsabilité de traiter ? Je continue de penser que couper n'est pas soigner. La fermeture d'esprit du corps médical reste pour moi un grand sujet d'étonnement. Donc là voilà, j'insiste pas parce que c'est peut-être pas le plus important, mais il y a un réel changement. Vous voyez que là, on n'est pas dans une approche décapante et dénigrante de la médecine conventionnelle. Au contraire, on est dans un respect total et dans une mise en parallèle. Mais la seule chose, c'est qu'il y a incompréhension. Incompréhension de ce rejet a priori et de cette qualification du soin par la méditation comme un sujet que la science n'abordera pas car elle le juge impossible et non viable. Et ça, pour moi, c'est une fermeture de la science qui est extrêmement dommageable. Voilà. Donc, pour le corps scientifique, voici les conséquences du scientisme. Pour les populations, ça va aller beaucoup plus vite, il y a un effet nocebo. L'effet nocebo, c'est l'inverse de l'effet placebo. Vous savez que l'effet placebo, c'est l'effet qu'on constate sur des médicaments sans charge curative, de produire un effet curatif malgré tout, plus important que par rapport à une population test à qui on n'attribue pas ce faux médicament, entre guillemets. Et ça, c'est l'effet placebo. C'est le fait d'avoir un effet curatif, même sans substance, parce que l'esprit change la donne. Et voilà. Et l'effet nocebo, c'est l'inverse. C'est que la science refusant à étudier ce qu'elle considère a priori comme non viable, eh ben, elle bloque son rapport au patient dans un rapport où l'annonce du diagnostic est une annonce sans alternative possible. Donc le nocebo, c'est dire vous avez un cancer, vous allez mourir d'ici 6 mois. Vous avez une gangrène, on doit vous amputer ou vous allez mourir. Et on comprend que c'est une forme de protection puisque la science ne s'est pas attachée à rendre duplicables les méthodes comme celle de Fakhar Rinpoché. Ce serait imprudent, comme ça l'est pour Jasmine, de donner des bouquins où on vous dit bon bah voilà comment vous curez de la gangrène en 2 ans. C'est pas possible. Cependant, c'est très dangereux. Cependant, dire aux patients que le constat vaut, que le pronostic, qui s'appelle toujours pronostic pourtant, vaut pour une réalité, bah vous comprenez que l'esprit, au lieu de construire un effet placebo, construit un effet nocebo qui est contre-productif pour la cure. Alors faut-il pour autant mentir aux patients ? Je pense pas que ce soit en ces termes que la question se pose. Je pense qu'il y a une autre voie qui me semble passionnante. L'autre voie, c'est de dire voilà le diagnostic de votre maladie et les statistiques donnent cette réponse. Et déjà, au lieu de donner juste des statistiques, de donner les cas et de dire voilà, par exemple, sur 10 cas, il y en a 9. Enfin, il y en a 9 qui sont morts en moins de 6 mois, 3 en 2 mois, ce qui reste pour il y a 9, donc 6, en 5 à 6 mois, et il y en a un qui a survécu 22 ans. Voilà, déjà dire ce sont des chiffres. Voilà, et quel éventail ça recouvre de choses observées. Maintenant, c'est pas parce qu'on a une observation issue du passé, c'est ce que j'appelais dans l'amphitant la question de la causalité, qu'il n'y a pas d'autre voie possible. Voilà, c'est-à-dire que si vous créez une invention curative entre-temps, le chiffre pour les générations futures va baisser, mais les chiffres pour le premier testé seront les mêmes, alors même qu'il a entre ses mains la substance qui va faire changer les chiffres. Bon.
Donc déjà, il y a tout cet aspect psychologique qui pourrait être... certains le pratiquent, hein, il y a de très très bons médecins. Donc de la médecine allopathique, hein, et de la médecine actuelle. Donc il y en a qui expliquent tout ça. Mais surtout, il y a certains praticiens, je sais plus, il y a un médecin américain qui écrit là-dessus. Si ça intéresse certains, je retrouverai la référence. Mais et il y a certains médecins qui mettent en place une pratique avec le patient pour susciter non pas l'effet placebo, mais les conditions optimales de guérison. Je veux dire, de booster le fait d'être la chance sur 10 plutôt que les 9 chances sur 10. Et donc, il y en a qui pratiquent ça. Et j'ai travaillé avec un thérapeute qui fonctionne comme ça et c'était passionnant. Là, si vous voulez, donc je vais vous le donner à une échelle soft, comme ça il n'y a pas d'affect. Il y a quelque chose, enfin il y a beaucoup de simplification du phénomène quantique que certains appellent, dans la vulgarisation américaine, à laquelle je n'adhère pas vraiment, qui parle de la loi de l'attraction. Et cette loi de l'attraction, je pense qu'elle marche, mais elle agit selon des mécanismes beaucoup plus complexes que ce qu'on dit au grand public. Donc, que ces bouquins sont dangereux, déceptifs, et moi, je les écrirai pas comme ça. Voilà. Et en gros, dans la loi de l'attraction, on dit que si vous voulez quelque chose, vous pouvez créer les moyens de le faire advenir. C'est ce qu'on parlait dans la vulgarisation de la physique quantique que je ne soutiens pas. Et en gros, il y a plein de fanfarons qui disent, d'ailleurs, ça marche avec les places de parking. Et ça, je veux bien le croire. J'ai pas d'avis sur la question. Il y a des gens qui disent que en pratiquant ça, ils arrivent à trouver des places de parking, même à Marseille, en plein cœur de l'après-midi, au centre-ville. Bon. Et j'ai pas d'a priori. Je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, puisque je ne le vis pas moi et que je ne l'ai pas vécu. Bon. Et il y a des points de vue contradictoires sur la chose, donc j'en sais rien à l'échelle personnelle. Mais j'en parlais avec un thérapeute et je lui disais, voilà, par exemple, moi ça, j'y crois pas du tout. Et si j'essaie pour jouer, ça ne marche jamais. Et cette personne m'a dit, ok, écoute, on va essayer quelque chose. Tu vas me dire ce qui te permettrait de croire que... Je reprends ma phrase parce que ça a coupé. Donc le gars me dit, essaie de me dire ce qui, dans ton système de croyance, pourrait te conduire à penser que si tu souhaites trouver une place, tu peux obtenir cette place de parking. Et j'ai trouvé la démarche passionnante. Donc en gros, ça donnerait des trucs dans le genre, effectivement, je ne crois pas en la simplification de la loi de l'attraction par les vendeurs de best-sellers. Parce que en physique quantique, si on applique la physique quantique à un niveau macro-structurel, et si tout le monde pense pareil, ce qui m'empêche de penser que je vais trouver une place, c'est que je me dis, tous les gens qui cherchent une place vont mettre même sans le vouloir en branle la loi de l'attraction, et je vois pas pourquoi elle serait favorisée pour moi plutôt que pour quelqu'un d'autre. Voilà ce qui me bloque. Et du coup, il faudrait que je transforme ma pensée en disant, disons que si tout le monde met cette pensée individuelle, il y a des chances quand même que la mienne soit concordance avec le champ de pensée individuel des gens qui veulent partir à ce moment-là. Vous comprenez ? Et du coup, donc là je simplifie parce que en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça pour moi, mais en gros, je change la pensée qui est ça peut pas marcher votre histoire de place de parking parce que il faudrait que ma petite histoire soit plus importante que la petite histoire des autres dans le désir de trouver une place pour que ce soit moi qui la trouve et pas les autres. Et ça, j'y crois pas. Il faudrait que je transforme ça puisque finalement, il y a une espèce de main invisible, comme partout, comme dans le champ dont on parlait la dernière fois, même en économie, il y a cette espèce de main invisible pseudo-régulatrice. Donc, même dans quelque chose qui semble s'opposer le plus à la mystique. Bon. Donc, en gros, pourquoi pas, d'ailleurs, il doit y avoir des mystiques, des économistes mystiques. Je suis sûre qu'il y en a. J'aimerais bien les rencontrer. Appel. Si vous en connaissez un, donnez-moi son numéro, ça m'intéresse vachement. Alors, fin de la parenthèse. Du coup,
je me dirais, bah voilà, en fait, je pense qu'effectivement, le monde est une co-création de pensée, voilà, qui active, enfin, qui agite le vide quantique, comme dirait notre ami Philippe Guillemot. Du coup, ben, je peux peut-être me corréler avec ceux qui ont envie de partir pour me dire que si moi j'ai envie de stimuler la création pour trouver une place et que quelqu'un stimule la création parce qu'il a envie de partir, eh ben on va co-créer, évidemment de manière, là je simplifie pour expliquer le processus, je peux peut-être créer le moyen que quand j'arrive, quelqu'un parte. Et ça, ben, ça me permettrait peut-être de trouver une place de parking. Alors, mon problème, c'est que bon, ça c'est voilà, mon problème, c'est que j'ai plus de facilité à m'interroger jusqu'au bout sur des questions cruciales, comme la vie, la mort, la maladie, etc., que sur des questions de place de parking. Et puis en plus, le débat que j'ai eu avec ce thérapeute est très récent, donc j'ai pas encore les résultats. Donc ce qui m'intéresse juste, et puis même je sais même pas si je vais le tenter, mais en gros ce qui m'intéresse c'est la question de la démarche. J'ai trouvé ça super intéressant. Et c'est une démarche que j'ai retrouvée chez, comment il s'appelle, Deepak Chopra. Alors Deepak Chopra, il fait partie aussi des gens qui écrivent des best-sellers, qui simplifient, et donc sur cette partie de son travail, je suis pas très chaude. En revanche, pour cette question de stimuler l'effet, d'enlever la charge de nocebo du diagnostic à l'égard des patients, ceux qui le pratiquent, je trouve ça extraordinaire. Et du coup, si vous voulez, ce que je vous racontais pour la trivialité de la place de parking, ça peut devenir hyper stimulant dans la recherche au sujet, enfin dans le champ médical, et qui serait de dire aux patients, voilà, bon, cette histoire de cancer qui va vous faire mourir à court terme, enfin voilà, par exemple, il y a un diagnostic de cancer et ce cancer, il donne 50% de chance à la personne de mourir dans les 6 mois. Bon. Et la personne a déjà eu des morts dans sa famille qui sont morts en 6 mois. Donc vous comprenez qu'il y a une charge négative qui s'oppose à la stimulation des forces de guérison, ce que induit ce qu'on avait vu dans l'effet placebo. Et du coup, vous pouvez dire aux patients, si vous êtes médecin, imaginez un thérapeute ou un médecin qui dit à son patient, bon, pour vous, dites-moi ce que évoque le cancer pour vous. Et donc le patient répond une mort certaine. Et ben le thérapeute peut dire, ben qu'est-ce qui, dans votre système de croyance, pourrait, sans changer la réalité, c'est pour ça que je dis, il ne s'agit pas de mentir, vous conduire à stimuler les forces de guérison positive et à écarter la charge négative qui va vers la certitude que vous allez en mourir. Et en gros, ça peut conduire à des choses assez subtiles, comme par exemple traduire le mot cancer par sa réalité effective médicale, dans le genre prolifération de cellules qui ne suivent pas leur processus immédiat de mortalité. Et par exemple, il y a des personnes qui vont considérer qu'imaginer la permanence de cellules dans leur corps, plutôt que d'imaginer qu'ils sont, comme on le dit, rongés par le cancer et qu'ils vont mourir, et ben ça va stimuler chez eux, enfin ça va annuler certains effets très négatifs de l'effet nocebo, qui est cet effet qui va au contraire stimuler les forces négatives qui vont conduire à rendre les chances de guérison beaucoup moins actives. Voilà, donc ça c'est pour vous donner des pistes, évidemment, je pousse pas plus loin parce que sinon ça prendrait des heures, mais voilà l'idée. Donc vous comprenez que la dimension scientiste a un effet nocebo terrible et que la relation patient-médecin en est altérée parce que le médecin devient une espèce de médecin-juge qui dit si on n'a pas de remède, si on n'a pas trouvé les causes de votre maladie, c'est que vous n'êtes pas malade, alors que le mec a mal quelque part et sait pas comment faire. S'il dit vous allez mourir, c'est que le patient qui vient consulter va mourir. Donc le diagnostic, le pronostic a un effet de vérité, donc c'est très dangereux. Et qu'il y a moyen, sans mentir, sans utiliser le nocebo de la pilule qui est pas chargée en substance qui est curative, sans mentir et sans utiliser de subterfuge, il y a une possibilité de réfléchir aux moyens, aux éléments cognitifs propres, subjectifs au patient, pour lui faire stimuler
les forces de guérison que l'on retrouve dans le placebo. Voilà, donc voilà pourquoi le scientisme est extrêmement négatif et comment on peut le changer sans être delusional, sans faire n'importe quoi. Voilà. Du coup, voilà pour cette question des conséquences négatives du scientisme. Et on a commencé à y répondre et à voir se dessiner d'autres voies. Et notamment, là, j'ai dit passer par la subjectivité du consultant, parce que j'aime pas dire patient, puisque là, si on élabore avec la personne qui vient consulter des méthodes sur mesure pour qu'il trouve en lui-même les ressources favorables à sa guérison, là, pour moi, on n'est plus dans un rapport patient-médecin, on est dans un rapport thérapeute-aide, aide dialectique, en gros, passer par quelqu'un d'autre que soi-même pour aider. On est dans une pratique thérapeutique dialectique dans laquelle la personne qui consulte n'est pas patient. C'est pour ça que je l'appellerais consultant, c'est-à-dire il vient consulter, mais il est, ou on pourrait l'appeler acteur, consultant-acteur, parce qu'il vient pour entretenir avec quelque chose d'autre que lui les moyens pour se trouver lui-même les voies pour sa guérison. Et là-dedans, donc j'ai évoqué le caractère extrêmement subjectif, puisqu'il faut se plonger dans les mécanismes de croyance du consultant-acteur et les faire conscientiser par ce consultant-acteur pour qu'il trouve lui-même ses réponses. Et dans cette voie-là, vous comprenez qu'on est dans la subjectivité. Et donc là encore, vous pouvez réfléchir au fait que scinder la psychologie et la médecine, c'est super dommage, parce que ça pourrait justement donner lieu à toutes ces pistes prometteuses. Bon, et parmi donc ces voies de guérison possibles, mais il y en a beaucoup qui passent par la subjectivité et il y en a qui travaillent là-dedans. Et là, on va aborder un petit peu les chercheurs dans le domaine thérapeutique qui font appel à ces méthodes-là.